d'abord, j'aimerais rappeler quelques concepts connus par la plupart des personnes présentes dans cette salle. Sur la base de ceci, je vais parler du phénomène de l'avant-garde ukrainien. Alors, à propos du terme avant-garde et de la définition ukrainienne. Si Benedict Anderson a raison de dire que toutes les communautés plus grandes que les villages primordiaux de contact direct, et peut-être même celles-ci, sont imaginaires, alors par conséquent, toutes les théories, tous les modèles créés par ces communautés sont également imaginaires. Imaginaires mais très puissantes. La conception de la nation, introduite au XIXe siècle, définit jusqu'à aujourd'hui les processus historiques. L'histoire de l'art est aussi une structure bien construite. Elle fonctionne dans un système de coordonnées défini par, c'est mon dessin, mais je pense que ça peut être clair, défini par deux vecteurs, verticalement par les époques et les styles, et horizontalement par les écoles nationales. Le premier cherche à tout englober, le second à isoler ce qui est à elle. Et cette horizontale, c'est proche à la théorie de Piotr Piotrowski, horizontale, l'histoire de l'art horizontal. Cela génère une tension et une certaine contradiction, comme dans le cas de l'avant-garde. La majorité des avant-gardistes s'intéressaient aux problèmes formels et philosophiques de l'art, qu'ils considéraient comme internationaux. Ce n'est que plus tard que les historiens de l'art ont tiré les artistes et leurs ismes dans des casiers nationaux. Le grand nombre d'expositions et de catalogues qui mettent en lumière les avant-gardes françaises, italiennes, allemandes, américaines, tchèques, polonaises, russes, etc., sert de base solide à cette structure. Presque chaque pays avait ses propres variations de ismes. Basées sur les traditions culturelles locales, fauvisme français, expressionnisme allemand, cubo-expressionnisme tchèque, formisme polonais, comme les exemples. L'Occident a commencé à s'intéresser à l'avant-garde russe en 1962, lorsque Camilla Gray a publié son ouvrage « The Great Experiment, Russian Art, 1863-1922 ». Les célèbres expositions Paris-Moscou en 1979 et La Grande Utopie en 1992, ainsi que des dizaines d'expositions monographiques et thématiques dans les années 90 et 2000, ont consolidé la place de l'avant-garde russe dans l'histoire mondiale. Jusqu'en 1991, l'Ukraine a fait partie de l'Empire russe et puis de l'URSS. Ces artistes ont participé au mouvement d'avant-garde à Moscou et à Saint-Pétersbourg et ils ont longtemps été considérés exclusivement dans le contexte de l'avant-garde russe. Mais déjà au début des années 70, l'historien de l'art Andrei Nakov, français d'origine bulgare, a noté « L'histoire de l'art en Ukraine reste à écrire. Trop longtemps traitée comme une annexe provinciale de Moscou, l'activité artistique de Kiev et de Kharkiv est restée dans l'ombre des influences. On oublie cependant que les frères Burluk, Exter et Archipenko étaient originaires de Kiev et que d'autres régions d'Ukraine sont venues Tatlin, Shevchenko, Larionov et Malevich. Des personnalités aussi originelles que Bogomazov et des critiques comme Hrishchenko ne sont toujours pas évalués. Le rôle du milieu artistique en Ukraine est particulièrement remarquable à la fin des années 20, lorsque, face au retrait général de l'avant-garde moscovite, Kiev et Kharkiv sont restés les seuls centres actifs en URSS. L'ouverture des recherches internationales est liée à la publication de l'ouvrage Art d'Ukraine par Valentine Marcadet. C'est 1990, dans lequel elle consacre 2 chapitres particuliers à la première vague d'avant-garde des années 10 et à l'épanouissement de l'art en Ukraine dans les années 20.
Ce livre était en fait une réponse au licenciement du conservateur en chef du musée d'État d'art ukrainien à Kiev, Dmytro Gorbatchev. Gorbatchev, ce n'est pas du tout l'autre Gorbatchev, c'est Dmytro. Il avait montré à Valentine et Jean-Claude Marcadet des œuvres conservées dans les réserves du musée, fonds spécieux, lors de leur visite à Kiev en 1968. Le couple français, plein d'enthousiasme, a partagé ses impressions à Moscou pour découvrir plus tard que c'était la raison pour laquelle Gorbatchev avait perdu son poste. Gorbatchev n'a pas abandonné ses intérêts. En enseignant à l'Institut d'art théâtral de Kiev, il a continué à promouvoir l'avant-garde ukrainienne, publiant des quantités de documents, notes théoriques, lettres, journaux intimes et souvenirs sur toute une série d'artistes, parmi Tatlin, Bogomazov, Malevich, Archipenko. Ici, vous voyez cette photo, c'est la rencontre de Jean-Claude Marcadet et Dmytro Gorbatchev en 2019. C'était la grande conférence internationale consacrée à Malevich à Kiev, à la galerie M17. Dans son livre L'avant-garde russe, publié en 1995, Jean-Claude Marcadet a proposé d'ajouter le concept d'école ukrainienne à l'intérieur de l'avant-garde russe. C'était un conseil sage pour les Russes, mais l'Ukraine, comme tous les autres pays, écrit sa propre histoire d'art. Les premières présentations à grande échelle de l'art ukrainien ont commencé au début des années 90. L'exposition L'avant-garde ukrainien a été organisée à Zagreb. Une exposition intitulée L'esprit de l'Ukraine, 500 ans de la peinture, a été inaugurée à la Winnipeg Art Gallery à Canada. En 1993, la fondation Villa Stuck de Munich a présenté l'exposition L'avant-garde et l'Ukraine. La conjonction « et » dans le titre représentait un compromis des organisateurs. Il montrait des œuvres de Malevich, Exter, Delaunay et Baranov-Rossinet, mais n'osait pas les qualifier comme des avant-gardistes ukrainiens. Le catalogue publie un texte de Jean-Claude Marcadet dans lequel il souligne les propriétés formelles inhérentes à l'œuvre des artistes nés en Ukraine, l'espace, la couleur et l'hyperbolisme. Le phénomène de l'avant-garde ukrainien, c'était déjà le titre d'une exposition organisée à la Winnipeg Art Gallery en 2001, exactement 10 ans après présentation de l'esprit de l'Ukraine. En 2005, le musée ukrainien à New York a baptisé son nouveau bâtiment avec une rétrospective de l'œuvre d'Alexandre Archipenko. Un an plus tard, il a également accueilli l'exposition Carrefour, le modernisme en Ukraine. En Amérique du Nord, Miroslava Mudrak a été une des premières spécialistes sur l'avant-garde ukrainienne qui a considérablement contribué à l'identification et à la compréhension des caractéristiques de ce phénomène. La dernière exposition qu'elle a faite au musée ukrainien à New York en 2015, c'était la mise en scène de l'avant-garde ukrainienne. Il y a encore un catalogue, c'est l'exposition Spetsfond 1937-39, fonds spécial, au Musée national d'art de Kiev. Cette exposition a eu lieu en 2016 et a restitué les noms d'artistes ukrainiens dont les œuvres ont été cachées et détruites pendant l'ère soviétique. Aujourd'hui, l'avant-garde ukrainienne n'est pas encore suffisamment étudiée, mais elle est déjà reconnue comme un phénomène à part entière. Si on compare les dates d'apparition de ces publications consacrées à l'avant-garde russe et à l'ukrainienne, il y a une différence de 10 à 30 ans entre elles. C'est beaucoup pour une vie humaine, mais c'est un petit décalage dans une histoire de l'art de plusieurs siècles. Je vous montre aussi les couvertures de publications récentes sur l'avant-garde ukrainienne et j'espère que ces publications peuvent entrer dans les collections des bibliothèques françaises. Ce sera aussi un bon argument. Oui. Alors, les artistes
Archipenko, Baranov-Rossinet, Bahamazov, les frères Burluk, Terk, Delaunay, Ekster, Grishchenko, Malevich, Tatlin, Yermilov, traditionnellement connus comme Russes, sont d'origine ukrainiens, juifs, polonais et russes aussi. Mais ils, elles, sont nés, ont grandi en Ukraine, reçu leur éducation artistique, primaire ou même professionnelle à Kiev, Odessa, Kharkiv. Ils ont tout parlé de leur lien avec la nature et la culture ukrainienne. Bahamazov, Ekster, Malevich, Tatlin enseignaient en Ukraine, avaient des élèves. Le principal argument des historiens de l'art russe, impérieux par définition, est qu'à l'époque, ces territoires faisaient partie de l'Empire russe. À cette période, Prague et la Bohême faisaient également partie de l'Empire austro-hongroise. L'État tchèque n'existait pas. Quelqu'un remet-il aujourd'hui en question le cubisme tchèque ou essaie de l'appeler autrichien? Pour prétendre au titre de phénomène, une liste de noms d'artistes nés en Ukraine ne suffit évidemment pas. Il faut disposer d'expositions, de regroupements, de manifestes, de publications critiques et enfin des caractéristiques formelles, stylistiques. Tout a été, tout est présent. Je me permets de rappeler un autre terme populaire aujourd'hui, mapping ou cartographie. La localisation géographique des événements desquels je vais parler, il s'agit de territoires de l'Ukraine actuelle. Entre la ville et la steppe. L'expression entre la ville et la steppe décrit bien l'éventail de paysages dans lesquels est née l'avant-garde ukrainienne. Les villes étaient avant tout Kiev, Odessa et Kharkiv. Tramvails, trains, voitures, bateaux dans les ports, tout ce dont le futurisme avait besoin était à sa disposition. Et depuis l'époque des Cosaques, la steppe était l'un des symboles du paysage ukrainien. Des vastes espaces sans fin, remplis d'un soleil éclatant, d'une terre noire fertile, de fleurs colorées et d'un ciel d'un bleu profond offraient un espace pour les idées et façonner la palette. Donc, en bref, exposition. Leur histoire remonte à l'avril 1906, lorsque Serhiy Sviatoslavski a organisé à Kiev une exposition d'étudiants expulsés de l'école des beaux-arts de Kiev à cause de leur participation aux manifestations contre les pogroms. Parmi ces étudiants figuraient Archipenko et Bahamazov. Le 2 novembre 1908, une exposition intitulée Le Maillon, Zvino, s'est ouverte à Kiev dans un magasin sur la rue centrale de Khreshchatyk. Les œuvres de David et Volodymyr Burluk, Alexander Bahamazov, Volodymyr Baranov-Rossinet, Alexandre Ekster, Aristarch Lintulov ont été présentées là, ce qui allait bientôt devenir le premier maillon de l'avant-garde dans l'Empire russe. À cette époque, Picasso vient de créer Les Demoiselles d'Avignon, 1907, et Marinetti n'a pas encore publié son manifeste futuriste à Paris, ce sera en 1909. Lors du vernissage de l'exposition, les visiteurs ont reçu un dépliant intitulé « La voix de l'impressionniste pour la défense de la peinture ». Ici, vous voyez la caricature qui était publiée à Kievskaya Мысль, dans lequel l'auteur, David Burluk, parlait avec mépris non seulement des horreurs des ambulants, peredvijniki, mais aussi du public. La foule ne voit pas, elle sent. Le début des provocations, des déclarations scandaleuses a alors commencé. La voix peut être considérée comme le premier manifeste de l'avant-garde ukrainien. Plus tard, Burluk allait gifler le goût du public à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Les catalyseurs de l'avant-garde ukrainien ont été le premier et deuxième salon d'Izdebski, des expositions internationales de grande échelle
qui ont introduit les nouvelles tendances de l'art dans les villes du sud de l'Ukraine. Le premier salon a été ouvert à Odessa, puis il a été présenté à Kiev et seulement plus tard à Pétersbourg et à Riga. Le deuxième salon a été ouvert en 1911 et également à Odessa et ensuite était présenté à Mykolaiv et Kherson, les villes du sud de l'Ukraine. Volodymyr Izdiebski était un sculpteur, un social-démocrate et surtout un habile organisateur d'expositions, c'est-à-dire un curateur. Après un an de prison, il était parti pour l'Europe et avait décidé de présenter les différentes tendances de l'art contemporain lors d'une exposition à Odessa. Alexander Mercero à Paris, Kandinsky à Munich, David Burluk à Moscou et à Pétersbourg l'ont aidé à ramasser les œuvres. En 1909, en 2 mois, plus de 700 œuvres de 150 artistes ont été sélectionnées et livrées à Odessa, et parmi lesquelles c'est les œuvres de Signac, le groupe Nabi, Bonnard, Georges Braque, Henri Matisse, Georges Rouault, Henri Rousseau et d'autres, ainsi que Kandinsky, Yavlensky et Verjovkin. Le salon était accompagné de conférences sur l'art, la musique et la littérature contemporaine. Le deuxième salon a présenté 432 œuvres de 56 artistes. La plus remarquable étant l'exposition de 60 œuvres de Kandinsky, dont les premières improvisations abstraites. Le catalogue comprenait le texte de Kandinsky, contenu et forme, qui proclamait les idées développées plus tard dans son célèbre livre du spirituel dans l'art. L'exposition d'Izdiebski a joué un rôle décisif dans le changement de mes goûts et de mes opinions artistiques, a admis plus tard Benedikt Lifshitz. Et cela ne s'appliquait pas seulement à lui. La carrière du curateur d'Odessa a été plus courte et moins réussie que celle de Herwart Walden. Izdiebski, s'étant endetté, a dû littéralement fuir Odessa, mais il est entré dans l'histoire. Une autre exposition importante, l'Anneau Koltso, a eu lieu à Kiev en février 1914, initiée par Alexandre Bogomazov et soutenue par Alexandre Ekster, ainsi que par les futurs membres de la Culture League, Isaac Rabinovich, Sarah Shor et Nisson Shifrin. Parmi plus de 300 œuvres exposées, 88 appartiennent à Bogomazov, qui a également écrit la préface du catalogue, Essence des 4 éléments, dans laquelle il qualifie la ligne, la forme, la couleur et la surface comme éléments de base de la nouvelle esthétique picturale. Son traité « La peinture et les éléments » auquel il a travaillé en 1914 montre que l'artiste de Kiev était à l'avant-garde de la pensée européenne. Il a déconstruit le langage de la peinture bien avant l'apparition du structuralisme. Le traité de Bogomazov n'a pas été publié de son vivant. Première publication du texte intégral a été réalisée qu'en 1996. Pendant les années de guerre et de révolution, les jeunes artistes de Kharkiv ont organisé 2 expositions, exposition des 7 et la première exposition des peintures de l'Union artistique. En 1917-1919, 3 expositions ont également eu lieu à Odessa, initiées par la Société des indépendants. Le nom indique une référence au Salon des indépendants de Paris et les œuvres développaient les idées du cubisme et du futurisme européen. Une exposition juive organisée par la section artistique de la Culture League s'est ouverte à Kiev en février 1920. Dans un article principal intitulé « Les chemins de la peinture juive », Isaac Rybak et Boris Ranson ont proclamé que la base du nouvel art juif n'est pas le sujet, mais des formes inspirées par la tradition nationale, répondant à la modernité. En 3 ans, 1918-1920,
1920, la culture ligue a développé son langage formel, tout d'abord dans l'art du livre. Il suffit de rappeler les célèbres illustrations de La légende de Prague et de Khadgadia, réalisées par El Lisitsky à Kiev, dans lesquelles l'artiste est passé du chemin des images expressives à simplifier au symbole abstrait. Alors, association ou groupement. Les avant-gardistes se réunissent en groupe. Ils passaient moins de temps dans les cafés comme c'était la coutume à Paris, mais ils se rencontraient pour des discussions et des travaux communs. Par exemple, chez les frères Bourluk à Tchernyanka, près de Kherson, chez les sœurs Signakov à Krasnaya Polana, près de Kharkiv, ou dans l'atelier d'Alexandre Ekster à Kiev. Chaque fois, la durée était différente, de quelques mois à quelques années, au gré des événements extérieurs ou des conflits intérieurs. Alors, les titres de Kubo futuristes, La couronne des fleurs Stéphanos, ou Gileia, ou Bouditlani, futurs gens, terme inventé par Velimir Khlebnikov, tels sont les noms de futuristes ukrainiens et russes dont les activités en 1908-1915 ont concerné Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg et Odessa. L'anneau, ça c'était très court et c'était autour de Bogomazov et pendant cette exposition de l'anneau en 1914. Kvero, c'est en latin chercher, c'était l'union d'un poète et de deux artistes, Mikhail Semenko, Vassil Semenko et Pavlo Kovjun. Ils ont publié le manifeste du kvérofuturisme en avril 1914 à Kiev. Comme un vrai avant-gardiste, Semenko s'est opposé aux éléments nationaux dans l'art. Nous avons déjà vécu l'époque nationale dans l'art, et il a affirmé « Notre natif se manifestera, ne vous inquiétez pas, lui-même ». Vassil Semenko est mort sur le front de la Première Guerre mondiale, Pavlo Kovjun s'est retrouvé à Lviv dans les années 20, et Mikhail a proclamé à Kiev aux années 20 un nouveau manifeste, le panfuturisme, basé sur les idées communistes. En 1937, il a payé de sa vie ses opinions audacieusement futuristes et crédules communistes. La Société des artistes indépendantes était active à Odessa avant l'arrivée du pouvoir soviétique. Tous ses membres étaient orientés vers Paris et les œuvres de ces artistes de la période d'Odessa ont survécu grâce au collectionneur Yakov Perimen qui a emmené sa collection en Palestine à la fin de l'année 1919. Les membres de l'Union des Sept de Kharkiv ont produit des livres et collaboré avec théâtre. La section artistique de la Culture League était l'organisation la plus appropriée. Grâce à ces activités, Kiev, Yehupets en yiddish, est devenu un centre important de publications imprimées en langue yiddish en Europe de l'Est. Et Nova Generatia, Nouvelle Génération, c'était la dernière revue futuriste ukrainienne parue à Kharkiv, sous la direction de Mikhail Semenko. Une série d'articles de Kazimir Malevich sur l'évolution de la peinture moderne de Cézanne à suprématisme y a été publiée. Presque tous les avant-gardistes ont cherché leur propre style. L'envie du nouveau et de l'original provoquait la concurrence. Aujourd'hui, les principaux mouvements de l'avant-garde sont bien connus et les variantes ukrainiennes y trouvent leur place avec leurs trouvailles et leurs particularités. Alors les titres cubofuturisme, dynamocouleur, primitivisme, spectralisme, peinture poétique ou poésie-живопис, constructivisme. Cubofuturisme. L'art français a donné une impulsion à l'avant-garde ukrainien ainsi qu'à d'autres. Alexandre Ekster, qui se rendait régulièrement à Paris, jouait le rôle de messagère. Elle connaissait personnellement Picasso et Braque. Ekster passa par l'expérience du cubisme et son élégant pont de Sèvres en témoigne.
Mais son tempérament ne pouvait se contenter longtemps de la gamme gris-brun, et elle a jeté des couleurs vives sur cette toile. La dynamique du futurisme a conduit l'artiste vers les abstractions dynamiques des surfaces de couleurs. Le rythme de ces œuvres résonnait avec l'art populaire ukrainien, qui était une source importante. Vous voyez ici sa nature morte avec des pysanki, œufs de Pâques, typiquement ukrainiens. L'œuvre se trouve actuellement au musée russe à Saint-Pétersbourg. Et les collègues russes n'indiquent jamais ce détail ukrainien dans le titre. Exter était amie avec Evgenia Pribylska, qui dirigeait l'atelier Artel de brodeuse du village de Skopje près de Poltava, et un autre atelier similaire dirigé par Natalia Davydova, opéré à Verbivka, dans la province de Kiev. Et ici, vous voyez l'œuvre d'Exter où elle se présentait elle-même avec ces deux amis, Davydova et Pribylska. Ce tableau se trouve à Kiev, au musée des Beaux-Arts actuellement. Avec des artistes d'avant-garde, Boguslavskaya, Malevich, Pouni, Yakoulov, Exter réalisait des projets de paravents, de nappes et de foulards en 1915-16. Un sac à main et un parapluie brodé, d'après les dessins d'Exter, ont été préservés. Et ici, vous voyez à gauche, ça c'est ce sac à main pour théâtre. À cette époque, à Paris, Sonia Delaunay utilisa une petite couverture, patchwork multicolore pour son fils, qu'elle a cousu elle-même. Les femmes artistes étaient loin d'imaginer qu'un jour ces pièces se retrouveraient au musée. Les idées cubistes et futuristes ont été reprises par les amis d'Exter, les frères Bourluc, avec beaucoup plus d'énergie. Leur tempérament violent bouillonnait déjà dans le nom des familles lui-même, Bourluc. Le cadet Volodymyr, qui était mort à Thessalonique en 1917, était un peintre de talent. Ses compositions décoratives semblables à des cellules étaient déjà bien visibles à l'exposition du Maillon en 1908. Il était en avance d'un demi-siècle par rapport à Jean Dubuffet et ses matériologies, expériences avec du sable, et à Yves Klein et ses cosmogonies, avec la participation de la pluie et du vent. Cela a eu lieu dans la maison familiale de Bourluc, au village de Tchernyanka, près de Kherson. Bénédicte Lifshitz a décrit ses actions. Vladimir saisit sa dernière toile, la traîne sur le dégel et la jette dans la boue liquide. Ce n'est pas la première fois que Vladimir traite ses toiles de cette manière. Il va maintenant recouvrir les morceaux d'argile et de sable qui ont adhéré à la surface d'une épaisse couche de peinture. Et son paysage deviendra chair de la terre de Gilead. David était inférieur à son cadet et en tant que peintre, mais grâce à ses capacités d'organisateur, son courage de penser et sa participation à de nombreux débats et publications, c'est lui qui est devenu le père du futurisme russe. L'auteur des Cosaques, c'est aussi ce tableau en haut qui se trouve à Saint-Pétersbourg, a avoué: en ce qui concerne la prédominance de telle ou telle couleur dans mon œuvre picturale, je dois préciser que l'Ukraine a en moi son fils le plus fidèle. Ma coloration est profondément nationale. Les couleurs jaunes, vertes, rouges, bleues éclaboussent comme le Niagara sous mon pinceau. En comparaison avec l'activité extravertie de Bourluc, Alexandre Bogomazov était un théoréticien introverti. Musicalement doué, il jouait de plusieurs instruments. Il étudiait les lois du rythme dans les paysages différents. Les vues urbaines de Kiev, les paysages vastes de Finlande, les verticales fougueuses du Caucase,
La différence plastique était évidente et Bogomazov a analysé sa représentation. Il s'est également intéressé à la transmission du mouvement. La richesse de couleurs, l'intensification des rythmes, des lignes dans ces tableaux sont le résultat d'une expérience et d'une réflexion personnelle. Son œuvre ne peut pas être confondue avec les œuvres des futuristes italiens. Bogomazov et Grishchenko se sont rencontrés dans l'atelier de Serhii Sviatoslavski à Kiev. Ensemble, ils ont fait des croquis en Crimée en 1906 et ont certainement discuté des potentialités de la peinture. Pour Bogomazov, la ligne restait importante. Grishchenko s'est concentré sur les surfaces de couleurs. Il est parti pour Moscou où il a vécu 10 ans. D'abord, il fut proche du valet de Carré, puis travaillait avec Tatlin et les autres cubistes dans son atelier Nabachny. Était très actif comme critique d'art, fit des recherches sur les icônes. Après la Révolution d'octobre, Grishchenko est devenu le professeur du premier atelier d'art de Moscou, Frutemas. Et ici, à gauche, vous voyez, il est parmi ses élèves, il est au centre, deuxième de gauche. En 1919, il a présenté ses œuvres avec Alexandre Shevchenko et leurs élèves à la grande exposition Tsvetodynamos et le primitivisme tectonique. Le manifeste Tsvetodynamos, Dynamo couleur, la force de la couleur, a été publié. Ensuite, Grishchenko a quitté Moscou, n'acceptant pas les idées prolétariennes. Ayant étudié en détail les principes du cubisme, Grishchenko a vu des approches similaires dans les icônes byzantines et anciennes russes. Les icônes ont influencé de nombreux artistes d'avant-garde. Grishchenko a pris de l'icône sa composition bidimensionnelle, l'interrelation des plans colorés locaux. Dans sa nature morte à la Gave, il a disposé les volumes des objets en ombre colorées plates. L'ensemble ou le désaccord des plans de couleurs peut créer l'impression du mouvement en peinture, assure-t-il. Et il faut souligner que cette priorité des couleurs dans les expériences des artistes natifs en Ukraine était très importante. On a cité beaucoup de fois les souvenirs de Sonia Delaunay. Les souvenirs d'une petite fille qui vit dans les plaines de l'Ukraine restent des souvenirs de couleurs gaies. Poussent les pastèques et les melons, les tomates ceinture de rouge les fermes et de grandes fleurs de soleil jaune au cœur noir éclatent dans le ciel bleu, léger, très haut. Gaieté, équilibre, confiance en la vie dans la bonne terre noire. Tout est immense, infini, mais un infini amical, plein d'une gaieté à la Gogol, un autre enfant du pays. Sonia se tourna vers l'étude des couleurs sous l'influence de son mari Robert Delaunay. Avant la guerre, ils ont développé la théorie du simultanisme. Leur ami proche était Vladimir Baranov-Rossinet, d'origine de Kherson, qui est venu à Paris en 1910. Il a proposé sa propre version de la transmission du mouvement en peinture. Si l'œuvre de Delaunay représentait des prismes, des disques et des cercles multicolores, la principale forme dans les compositions de Baranov-Rossinet était le ruban de Möbius en spirale. Le ruban symbolisait le mouvement constant de l'espace lui-même. Autre mouvement, primitivisme. L'intérêt pour l'art de peuples primitifs, provoqué par l'œuvre de Gauguin, la découverte de la sculpture africaine, les peintures du douanier Rousseau et du georgien Nico Pirosmani, suscitent chez de nombreux avant-gardistes le désir d'un laconisme et d'une simplicité similaire. Sophie Levitska, sa mère était polonaise et son père ukrainien, est venue à Paris de Kiev en 1905 et grâce à sa rencontre avec Jean Marchand, entra dans le cercle des artistes français Raoul Dufy, André Lotte et Othon Friese.
Apollinaire a remarqué ses œuvres au Salon des Indépendants en 1912. Dans une critique, il a écrit « La performance de Madame Levitska est l'une des meilleures performances féminines du salon ». À la recherche de formes et de couleurs expressives, les artistes ukrainiens se sont tournés vers le riche folklore. Et ça, c'est Marie Siniakova. Elle a créé de petites aquarelles dans sa propriété familiale près de Kharkiv, utilisant les principes de la composition des icônes, la figure centrale et les petits compartiments autour, et aussi les couleurs vives de la broderie et la spontanéité enfantine. Dans la diffusion des idées d'avant-garde, les artistes ukrainiens ne les ont pas seulement acceptés et développés, mais les ont transmis plus loin. David Burluk et Viktor Palmov sont arrivés au Japon en 1920 et ont inauguré la première exposition à Tokyo 2 semaines plus tard. En à peine 2 ans, Burluk a participé à 8 expositions avec des artistes japonais. Il a activement promu les idées du futurisme et donné une conférence à l'Université de Tokyo. Il a mené de nombreuses discussions avec Kinoshitasu Chiro, membre de la Société de futuristes japonais. Et quand Burluk était déjà parti en Amérique, Kinoshita publia la monographie en japonais « Qu'est-ce que c'est le futurisme ?» La réponse, dans laquelle il a généralisé leur conversation. Traditionnellement, on considérait que les idées modernistes avaient été apportées en Turquie depuis Munich, à la fin des années 1920. Mais la chercheuse turque, et je veux souligner turque, pas ukrainien, Ayşenur Güler, a précisé que cela s'était déroulé 7 ans plus tôt grâce à l'artiste ukrainien Alexis Grishchenko. Arrivé en Istanbul à la fin de 1919, il rejoint rapidement le cercle du Montparnasse ottoman. Grishchenko a parlé aux jeunes artistes de l'école française moderne et a attiré l'attention sur leur propre tradition, ornements turcs et miniatures persanes. Grishchenko a décrit ces scènes dans ses mémoires 2 ans à Constantinople, qui étaient publiés à Paris en 1930. Et la grande exposition consacrée à Grishchenko a été ouverte à Istanbul en 2020, juste avant Corona, cette crise, et ses mémoires ont été traduits en turc. Une contribution originale et puissante a été effectuée par l'avant-garde ukrainien dans le domaine de la sculpture. Il s'agit d'Alexandre Archipenko. Fils d'un mécanicien inventeur et petit-fils d'un iconographe, Alexandre Archipenko est devenu l'un des plus grands inventeurs de l'art. Ses principales découvertes ont eu lieu dans les années d'avant-guerre à Paris. Les chercheurs ont calculé autour de 20 innovations du sculpteur. Lui-même a dit « Il n'y a pas de nationalité dans mes créations. À cet égard, je ne suis pas plus ukrainien que chinois. Je n'appartiens à personne. » Cependant, après son arrivée à Paris en 1908, il s'est immédiatement inscrit à la société ukrainienne et non à la société chinoise. Toute sa vie, le sculpteur a discuté par correspondance, c'est aussi une histoire tragique, avec son frère aîné Evgeny, défenseur de l'idée ukrainienne, sur l'art national. Dans une lettre qu'il lui a adressée en 1923, Archipenko écrit « Je serai bref. La principale différence entre nous, en matière d'art, réside dans le fait que tu es un nationaliste et que tu regardes l'art à travers le prisme de la nationalité, tandis que moi, je suis un artiste et que je regarde la nationalité à travers le prisme de l'art. Je cherche comment m'exprimer dans l'art, et si dans mon sang, il y a une part d'esthétique ukrainienne, pas de sujet, elle sera sortie, reflétée dans mes formes. Nous devrions
simplement commencé à parler de l'esthétique ukrainienne. Et je cite cette lettre simplement pour vous montrer que toutes ces discussions autour de l'art ukrainien, l'avant-garde ukrainienne, ce n'est pas les discussions des dernières années. Toutes ces réflexions étaient présentes dans l'activité, dans l'œuvre de ces artistes dont on parle. Archipenko se concentra sur les volumes recherchant des solutions expressives dans les silhouettes et les torses. L'allongement des figures d'Archipenko n'est-il pas fondamental byzantin? Les têtes ovales caractéristiques et les plis à facettes ne proviennent-ils pas de draperies byzantines? s'est interrogé plus tard l'historien de l'art américain Frederick White. En 1913, le sculpteur aborde l'idée des formes concaves et des volumes convexes invisibles. Archipenko a introduit la polychromie et le mouvement dans ses sculptures. Il a élargi le choix de matériaux, fait des expériments avec des surfaces transparentes et polies, verre et métal. La tête 1914 est l'une de ses œuvres les plus audacieuses dans ce sens. À Paris, Archipenko a commencé à travailler sur son Archipentura, qu'il a réalisé plus tard aux États-Unis. L'idée d'Archipenko était simple et géniale. Contrairement aux futuristes qui cherchaient des moyens de transmettre le mouvement sur une surface immobile de la toile, l'esprit de l'inventeur a fait bouger les tableaux eux-mêmes. L'appareil Archipentura a été exposé pour la première fois à New York en 1928. Des dizaines de toiles sur lesquelles étaient appliquées des peintures, placées horizontalement, les unes au-dessus des autres, bougeaient à l'aide d'un moteur en bas, électrique, et sur la surface verticale latérale de cette armoire, une image sombre apparaissait. D'abord une forme abstraite, miracle, qui s'est transformée pendant le mouvement de cette toile en l'image d'une femme. Quelques décennies plus tard, les principes d'Archipentura ont été appliqués aux panneaux d'information et aux big boards. On peut rappeler aussi les inventions audacieuses de Baranov-Rossiné. Sa symphonie numéro 2, montrée au Salon des Indépendants en 1914, et l'optopiano, qui produisait simultanément la musique et la projection des couleurs sur le mur. L'artiste a donné les premiers concerts lumineux à Oslo et à Stockholm en 1916. Avec Robert Delaunay, Baranov-Rossiné a développé le camouflage militaire pointilliste au début des années 30. Aux caractéristiques inhérentes à l'avant-garde ukrainien, couleur, espace, hyperbolisme, on peut ajouter l'inventivité, la capacité à combiner l'esthétique et la pensée technique. Encore un sujet large, ça c'est avant-garde et théâtre. À l'époque des grands drames historiques, des drames expérimentaux étaient mis en scène au théâtre. En 1918-19, le studio Dexter à Kiev est devenu un lieu de rencontre de futurs réformateurs de la scénographie ukrainienne et russe. Vadim Meller, Anton Petritsky, Nissan Shifrin, Isaac Rabinovich et d'autres. Et Vadim Meller développe les idées Dexter sur le dynamisme pittoresque et coopère avec l'école du mouvement de Kiev dirigée par Bronislava Nijinska. Le théâtre est un sujet large et je ne peux pas entrer en détail, on va plus loin. En avant, couleur et camouflage, Malevich. Et à la fin de l'année 1917, l'Académie ukrainienne des beaux-arts, plus tard c'était l'Institut, a été fondée à Kiev, où enseignaient Boychuk, Narbut, Meller, Bogomazov, Palmov et en 1928-1930, Malevich. Victor Palmov percevait la couleur comme une substance vivante, affectionnait particulièrement le bleu cobalt,
qui dominait dans ces toiles, où le sujet est marqué par un léger contour sur un grand événement coloré. Les couleurs vives sont également inhérentes aux œuvres de Malevich à la fin des années 20, lorsqu'il revient aux images figuratives. L'artiste a ressenti de première main le début de la terreur stalinienne et a parlé la langue du camouflage, créant des images sans visage, comme une paysanne avec un visage de cercueil noir. Il a fait aussi ce tableau bien connu, fameux, La cavalerie rouge, qui évoque la steppe comme une catégorie spatiale inhérente à l'avant-garde ukrainienne. Ce n'est pas du tout la forêt dense qui vient à l'esprit quand on regarde les tableaux de Pavel Filonov, avant-gardiste russe. Et c'est cette comparaison et cette différence qui était indiquée et marquée par Jean-Claude Marcadet. Encore un mouvement, ça c'est peinture poétique et minimaliste, on peut dire minimalisme constructif. Dans les années 20, les avant-gardistes ukrainiens ont également expérimenté la visualisation des mots. Poète avant tout, Mikhail Semenko cherchait à supprimer la différence entre le mot et l'image et se lancer dans la poésie visuelle. Il a créé Câbles et poèmes derrière l'océan, outre-mer, 8 cartes sur lesquelles des mots et des slogans sont inscrits dans des segments rectangulaires. Pete Mondrian construisait des équilibres géométriques de couleurs et Semenko obtenait des effets sémantiques avec le rythme graphique des lettres-signes, des variations de taille de lettres dans un mot. En fait, il s'agissait du constructivisme par rapport aux mots. L'un des principaux porte-parole du constructivisme en Ukraine dans les années 20 était Vassil Yermilov, originaire de Kharkiv. Yermilov a développé une langue plastique qui parlait la capitale ukrainienne de l'époque. Ça veut dire qu'entre 1920 jusqu'en 1935, ce n'était pas Kiev, c'était Kharkiv qui était la capitale de l'Ukraine soviétique. Il a décoré des rues, des parades, des livres, des annonces et des affiches qui se distinguent par le laconisme et l'expressivité des formes. À cette époque, le minimalisme n'était pas seulement un principe, mais aussi une nécessité. Dans les compositions expérimentales relief, Yermilov a recherché la relation d'éléments simples, cercle, carré, triangle. Dans sa composition de début des années 20, le demi-cercle blanc ressemble à une assiette battue, sur laquelle repose un segment brun d'un autre cercle, une tranche de pain. À côté, il y a un couteau ordinaire et une boîte d'allumettes. Le temps a transformé ces objets en symboles de toute une époque. Les œuvres du maître sont marquées par un sens impeccable des proportions et du rythme. Voilà, il y a encore cette œuvre qui se trouve actuellement à MoMA, à New York. Et il y a encore quelques ans, c'était en 2017, je fais photo de cette étiquette où Yermilov était indiqué comme l'artiste russe, bien qu'il est né à Kharkiv et mort à Kharkiv, et peut-être il visitait Moscou, mais toute sa vie il était lié avec Kharkiv. Et ça, j'ai déjà trouvé maintenant, MoMA aussi a fait une salle consacrée à l'art ukrainien. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais ils ont changé. Yermilov déjà ukrainien, mais tous les autres, c'est le grand Kasha. Par exemple, Ilya Kabakov, c'est indiqué qu'il est américain né en Russie. Bon, il est né en Dnipropetrovsk, Dnipros, qui est 100% l'Ukraine centrale. Il est juif et bien qu'il est né en 1933, c'était l'Union soviétique, c'était pas la Russie.
Je veux montrer, vous savez, avant, quand j'ai vu toute cette faute ou non-respect, j'ai pensé, bon, on a besoin de temps. Et j'ai pensé, ce n'est pas tellement important de lutter, de faire correction, mais maintenant, on peut changer cette opinion. Et je préfère être un peu plus précise dans chaque fois, parce que toute cette négligence aussi aidait à tout ce qui se passe aujourd'hui. La lettre monumentale A sur la couverture de la revue Avant-Garde 1929, c'est aussi le projet de Yermilov, est perçue aujourd'hui comme un logo de ce mouvement en Ukraine, réalisé et conçu dans un instant avant sa destruction. Et maintenant, la question de la discipline politique, l'histoire de l'art. L'encyclopédie de l'avant-garde russe en 2 volumes, dirigée par Andrei Sarabianov et Vassili Rakitin, a été publiée à Moscou en 2010 et 2012, alors avant tous les événements. On y trouve non seulement Malevich, Archipenko, Burluk, Grishenko, Exter, Sonia Delaunay, mais aussi les artistes moins connus et 100% ukrainiens comme Boychuk, comme une artiste polonaise, Sofia Boden de Courtenay. Tout le monde est rassemblé au-dessus de ces grandes couvertures. Vous vous souvenez de l'explication parce que dans ce moment, c'était l'Empire russe. OK. Mes collègues, les historiens d'art ukrainiens, ont écrit les textes pour cette publication, probablement dans l'espoir que la contribution ukrainienne soit mieux aperçue. On ne l'a pas remarqué, on l'a mangé. J'ai été choquée lorsque dans le texte écrit par Andrei Sarabianov sur Alexis Grishchenko, je n'ai vu aucune référence à ses mémoires « L'Ukraine de mes jours bleus ». C'est les souvenirs qui étaient publiés en français et en ukrainien. Alors, la bibliographie est claire et on peut la trouver. Pas une seule fois l'expert russe n'a utilisé l'adjectif ukrainien. La dernière phrase de ce texte dans cette publication, il avait des contacts les plus étroits avec la diaspora ukrainienne. Et encore le lieu de naissance. Krolevets, aujourd'hui région de Soumy, sans indication du pays. Et ça concerne tous les artistes. Vous ne trouvez pas l'indication de actuelle Ukraine. Ce n'est que gouvernia russe, tel ou tel, il n'y a pas du pays d'Ukraine. Une tradition anglaise de cet ouvrage a été en cours de préparation le temps passé. Des éditeurs m'ont proposé d'écrire un article de synthèse intitulé « L'avant-garde russe dans les musées en Ukraine ». Et à quel artiste faites-vous référence? Nous n'avons pas de Filonov, de Goncharova, de Rozanova, de Matyushin ou de Gouraud. Malheureusement, il n'y a pas non plus de Kandinsky qui a grandi à Odessa. Mais Archipenko, Burluk, Malevich, Delaunay, Baranov-Rossinet et d'autres sont vus en Ukraine dans le contexte de l'histoire de l'art ukrainien. J'ai refusé. Et cette attitude impériale, la nostalgie d'une grande Russie et le mépris des autres cultures dans le milieu de l'intelligentsia russe ont joué un rôle tragique. Ils ont donné des arguments pour la revanche et la justification de cette guerre sanglante. Et la Russie se transformait de troisième Rome en troisième Reich. Comme conclusion, le phénomène de l'avant-garde ukrainien comprend de nombreux noms, expositions, manifestes, groupes et mouvements. L'avant-garde ukrainien, comme les autres, a vécu 2 étapes, avant la Première Guerre mondiale, purement dans le domaine de l'art, et après la guerre, avec la grande expérience de la construction du socialisme.
La majorité des avant-gardistes ukrainiens qui sont restés en Ukraine soviétique ont dû coopérer avec le pouvoir soviétique. Presque tous sont devenus des victimes de ce pouvoir dans les années 30. Les avant-gardistes ukrainiens étaient en contact étroit avec Paris, qu'ils visitaient eux-mêmes. De nombreux artistes ont été étroitement liés à l'avant-garde russe. Beaucoup d'eux sont partis pour Moscou et Saint-Pétersbourg, où ils ont pu réaliser leurs idées. Ouverte aux empreintes et éclectique dans la combinaison des diverses tendances, l'avant-garde ukrainienne cherchait des liens avec les traditions locales, l'archaïque, l'héritage byzantin et l'art populaire. Ce n'est pas la sculpture africaine, mais les babas en pierre de Skythie, les icônes, les œufs peints, les kilim, les broderies qui ont été la source de leur langage. La spécificité historique de l'Ukraine réside dans le fait que sur son territoire passaient les frontières de la zone de résidence juive et qu'un grand nombre de Juifs vivaient à l'intérieur de ces frontières. Sous l'influence de la Haskalah, les artistes juifs ont activement rejoint les mouvements d'avant-garde à Kiev, Odessa et Kharkiv. Ils ont tenté de créer un nouveau style juif en faisant appel aux traditions de leur propre art populaire. Je mentionne cette Culture League. Au début de répression contre les avant-gardistes, l'Ukraine resta le dernier avant-poste où ces idées étaient encore propagées. Il s'agit de cette revue Nova Generacja. Les avant-gardistes ukrainiens ont effectué une mission d'informateurs dans les pays de l'Est, Japon et Turquie. Dans leur invention et action, certains d'entre eux ont anticipé les pratiques post-modernes. Et je dois dire que les artistes contemporains en Ukraine mènent le dialogue très actif avec ce patrimoine et ces œuvres de l'avant-garde. Mais ça, c'est déjà un sujet de l'autre, peut-être, conférence. Merci.